Bonjour, bienvenue sur le journal de la cause animale. Pour cette première édition de l'année, Harry devait vous la présenter, mais il n'est pas là. Mais il se joint à toute l'équipe pour vous souhaiter une belle année et surtout plein d'énergie pour continuer le combat. Donc pour ce premier JT, on a le plaisir d'avoir avec nous Florence Dussault. Bonjour. Bonjour, de l'agence Vec2Food qui aide les entreprises à passer à une transition végétale. Absolument. Voilà. Et Frédéric Mesguich. Oui, bonjour. Bonjour. Qui est à l'initiative, entre autres, du prix de l'animalisme. Oui. Qui a aidé à l'organisation, voilà, et qui écrit des tribunes dans les médias aussi. Donc on va faire qui dit début d'année, on va faire un bilan du JCA sur l'année 2021. C'est plus de 3 millions de vues au total réalisées par l'ensemble des vidéos du JCA. Donc c'est des vidéos qui ont différents formats. On a des vidéos de sensibilisation du grand public, comme celle sur le lait à l'occasion de la fête des mères, qui a généré quand même plus de 1 200 000 vues. On a des vidéos pour les associations, comme celle notamment sur la pêche au vif pour Paz. Il y a eu des lives, il y a eu des interviews, dont Amadeus pour Balance ton poste avec nos amis les chasseurs. Et on a eu aussi des émissions thématiques comme celle des avancées de la cause à 5 ans. Et bien sûr, le JT comme aujourd'hui. Donc c'est aussi, le JC a participé ou aidé à l'organisation de 6 manifestations. Il a relayé le travail de plus de 20 associations. Et tout ça avec une 50aine de militants. Voilà, donc maintenant on va passer aux actus du mois. Qui dit janvier dit Veganuary. Est-ce que Astrid, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce concept ? Oui, tout à fait. Donc Veganuary, c'est la contraction entre vegan et January, donc janvier en anglais, et il s'agit d'un mois durant lequel on propose aux gens de se challenger pour essayer le véganisme pendant un mois. Et cette année, en 2022, on note une forte participation des entreprises françaises, véganes et non véganes. On peut citer parmi elles Monoprix, Carrefour, Uber Eats, Starbucks ou encore Domino's qui participent à ce Veganuary et qui aident ainsi à véganiser notre gastronomie. D'accord, super. Donc alors souvent on nous dit qu'être vegan c'est très cher, c'est pour les bobos, etc. Est-ce que c'est vrai, Alban ? Alors non, justement, le département de recherche de l'université d'Oxford au Royaume-Uni a fait une étude qui permet de montrer qu'être vegan permet d'économiser 30% sur son ticket de caisse. Alors cette étude a été publiée le 11 novembre 2021 et elle a enquêté dans 150 pays 7 régimes alimentaires différents, donc que ce soit le fait d'être vegan, végétarien, flexitarien, pesco-végétarien ou encore carniste par exemple. Alors pour cela, elle a comparé le prix d'aliments non transformés et les chercheurs ont donc montré que le fait d'être végétarien ou flexitarien permet de réduire considérablement le coût de la viande, puisque la viande est très chère. Pour continuer, le régime végétalien permet de réduire encore plus fortement le prix de l'alimentation, puisque le fromage est également élevé. Il y a une seule petite exception, c'est le fait d'être pesco-végétarien, donc c'est-à-dire ne pas manger de viande, mais manger du poisson, et ça augmente le prix du ticket de caisse d'environ 2%. Mais cette étude montre bien qu'être vegan revient à coûter 30% moins cher que les autres régimes alimentaires. Voilà, donc plus d'excuses. Et donc, il y en a qui sont véganes par éthique, mais il y en a qui sont véganes pour l'environnement, don't look up. Or, il y a un rapport qui dénonce l'impact qui est toujours plus négatif sur des industries de la viande et des produits laitiers en Europe. Mathilde ? En effet, malgré la crise climatique, les émissions de gaz à effet de serre des géants européens de l'industrie de la viande et des produits laitiers continuent d'augmenter. C'est la conclusion d'un rapport publié le 13 décembre par l'IATP, l'Institute for Agriculture and Trade Policy. Il en ressort que 35 des plus grandes entreprises européennes du secteur ont été responsables en 2018 de 7% des émissions totales de l'Union européenne et que les émissions des 20 premières d'entre elles dépassent celles des Pays-Bas. Le rapport se concentre particulièrement sur 10 grandes entreprises ayant des objectifs climat plus ou moins précis. Résultat, pour 7 d'entre elles, les émissions absolues ont augmenté, comme par exemple pour les Français Danone ou Lactalis, dont les émissions ont augmenté respectivement de 15 et 30% entre 2015 et 2017. L'ONG dénonce également le greenwashing de ces entreprises et appelle les gouvernements à réglementer l'agrobusiness. D'accord, donc c'est toujours les mêmes qui continuent dans le bon sens. Voilà. Donc maintenant, on va passer un peu de temps avec nos invités et on va commencer par toi, Frédéric. Dans notre JT précédent, en décembre, on avait incité nos téléspectateurs à aller voter pour le prix de l'animalisme francophone. Est-ce que tu as les résultats ? Est-ce que c'est sorti ou est-ce que c'est encore top secret ? Alors, les résultats sont publiés depuis le 3 janvier, donc vous pouvez aller les voir en détail sur le site. Tu peux peut-être nous les donner un petit peu ? Oui, déjà, il y a
Pierre Rigaud, qui est le meilleur porte-parole de l'année 2021 pour les animaux. Ça, c'est pour le gros travail qu'il a fait pour visibiliser la cause animale auprès d'un public qui est assez large, en fait. Ce qui est vraiment bien dans le travail de Pierre Rigaud, c'est qu'il s'adresse à tout un tas de publics différents, qui sont autant des gens qui sont touchés par la cause spécifique de la chasse, mais aussi l'écologie, la biodiversité. Et donc ça, c'est très important de parler à d'autres personnes que les animalistes abolitionnistes. Oui, voilà. Que les véganes. Et en plus, il le fait avec un ton qui est peu agressif. Tout à fait, voilà, calme. Ça passe assez bien. Et malgré toutes les agressions qui peuvent se prendre verbales ou même parfois en physique par des partisans de la chasse. Ensuite, on a dans les campagnes associatives, Convergence Animaux Politiques, qui a fait un très gros travail, donc qui est une association de plaidoyer auprès des parlementaires, particulièrement, et qui représente des centaines d'associations, je ne sais plus le compte exact, mais... donc ils sont à l'initiative, avec une parlementaire, de la loi pour les animaux, donc qui est la première loi qui est passée depuis des dizaines d'années pour les animaux. Et donc ça montre aussi que la cause animale est en train vraiment de s'imposer en politique, avec, de toute façon, ça fait quelques années maintenant qu'on voit que c'est plus ridicule de défendre les animaux pour les animaux au sein du Parlement. Mais là, c'est concrètement, voilà, il y a une loi qui est passée, il n'y a plus d'élevage pour la fourrure, bientôt il n'y aura plus d'animaux sauvages dans les cirques, plus de delphinariums, etc. De belles avancées, quoi. Voilà. Après, il y a l'ONA aussi, donc, qui est le premier restaurant étoilé au guide Michelin, et d'autres, je ne peux pas tout faire. D'accord, ok. Je trouve ça assez intéressant d'avoir comme ça tous les ans un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé dans l'année, aussi pour montrer aux gens que... bien qu'au niveau du nombre de victimes, même en France et puis encore plus dans le monde, pour l'instant ça ne bouge pas. Mais par contre, culturellement, quand même, les choses avancent. Et disons qu'on accumule plus de victoires que de défaites dans la cause animale. C'est pour donner aussi de l'espoir et faire en sorte que les gens ne soient pas abattus et continuent à militer. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, on relaie souvent des actus négatives, mais on essaye quand même aussi d'en mettre. Il y a pas mal d'actus positives, et notamment grâce aux actions de tout le monde. Et donc là, vous préparez déjà. Comment ça se passe un peu Alors, moi, je viens parce que j'ai participé à l'organisation. La présidente, c'est Margot qui a repris l'organisation cette année du prix de l'animalisme. Elle a énormément travaillé en contactant tout le monde. Elle a fait un bon boulot aussi sur les réseaux sociaux pour rendre ça un peu plus visible. Ouais. Et on espère avoir une tribune qui sort pour faire un peu le bilan du prix de l'animalisme et donc mettre en avant aussi tous ces acteurs et ces actrices auprès du grand public. Là, c'est une tribune. L'année dernière, c'était paru dans Mister Mondialisation. Cette année, on a tenté Le Monde, Libé, tout ça, mais déjà, si Mister Mondialisation accepte encore, on sera content parce qu'on n'a pas eu de retour de la part des grands journaux. Peut-être qu'à l'approche des présidentielles, ils vont... On ne sait pas. Ouais. Ils ont aussi d'autres sujets à traiter, oui. Mais de toute façon, à l'approche des présidentielles, on va faire plein de tribunes aussi. Il y a d'autres choses qui vont sortir. Okay. Merci pour toutes ces infos. On va passer à toi, Florence. Donc, du coup, tu vas nous parler un peu de ce que tu fais aussi et peut-être faire aussi une petite rétrospective sur 2021, des statistiques, des tendances. Absolument. Donc, effectivement, Florence Dussault, cabinet Vectofood. Donc, j'accompagne les entreprises qui souhaitent végétaliser leurs offres et dans l'agroalimentaire. Donc, effectivement, on parlait de nouvelles positives tout à l'heure. 2021 est une année qui, on pourrait penser un peu, un peu en dents de scie, la crise n'aidant pas. Mais il faut savoir que les derniers chiffres sont sortis du cabinet Xerfi qui annonce qu'en 2019, c'est 400 milliards d'euros pour les alternatives aux produits avec des protéines animales et qu'il prévoit qu'en 2030, ce sera 460 milliards d'euros. Oui. C'est autre chose. Voilà, donc ça fait une évolution de 3%. Alors ça peut paraître faible, mais c'est une évolution. Donc en soi, c'est toujours positif. Ils estiment aussi que c'est 66 millions de personnes qui peuvent potentiellement être touchées par les achats de protéines végétales. Donc en gros, presque la totalité de la population française. D'accord. Donc c'est un marché très ouvert.
49% des foyers en France, et ça c'est Kantar qui nous le dit, ont au moins une personne qui s'identifie flexitarienne. Donc là, pareil, pour le panier moyen, ça change beaucoup de choses. Il faut savoir qu'en 2016-2017, on était autour de 25%. Oui. Donc en 5 ans, ça a beaucoup évolué déjà. Et avec des entreprises qui se payent un peu la part du lion, hein, par exemple Erta qui représente 54% des parts de marché traiteur végétal. Ah oui, quand même. Donc j'encourage nos startups à essayer d'aller de l'avant parce qu'il y a des choses à faire, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais envie un peu quand même, pour parler justement de 2021, c'est de dire les 5 événements qui m'ont marqué. Alors, c'est très subjectif, hein, vous en avez certainement d'autres également. Mais on parlait du Veganuary tout à l'heure. C'était la première édition l'année dernière en France. Et ça, c'est pas rien, parce que ça fait en sorte que les entreprises participent, puisque c'est effectivement à destination des consommateurs. Oui, parce qu'au début, ça venait des États-Unis, c'est ça ? De Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Et en fait, s'il n'y a pas d'implication des entreprises, il n'y a pas de Veganuary. Ouais. Donc ça, c'est plutôt chouette. Aussi, Upfield, qui a racheté la société Arriva en Grèce, qui détient la marque Violife, se lance en France. Donc ça secoue un petit peu le marché des alternatives au fromage. Voilà. Ensuite, la restauration rapide aussi se lance un peu ou essaye de raccrocher les wagons. On voit Burger King France qui nous fait en septembre un burger veggie. McDonald's, qui enfin, McDonald's Monde, là je ne parle même pas de McDonald's France, on n'y est pas encore, mais McDonald's Monde qui se lance. Et puis KFC. Oui, j'ai vu ça là, récemment. Voilà, KFC qui fait des nuggets. Voilà. Des non-véganes m'ont dit que c'était un peu drôle, mais voilà. Il y a aussi les premiers trophées de l'alimentation végétale. Alors c'est vrai que je suis très alimentation, mais c'est parce que c'est mon domaine. Donc les premiers trophées de l'alimentation végétale qui ont vu la personnalité de l'année être Marion Lagardère, donc la petite Okara, et puis la fée Stéphanie également. Et en produit de l'année, ce sont les saucisses type merguez des nouveaux fermiers, donc Apivore maintenant. Voilà, donc on est vraiment dans des choses très positives. Et bien sûr, la dernière, en décembre, c'est l'ANSES, qui, après 2 ans d'études suite à la loi Egalim, en fait, annonce qu'un menu végétarien 1 fois par semaine, c'est plutôt positif. Ça n'engage pas de troubles au point de vue nutritionnel pour les enfants. Par contre, ils nous disent que si on en met plus, ça n'a pas vraiment d'impact non plus d'un point de vue nutritionnel. Alors les gens nous diront, oui, alors pourquoi en mettre plus ? Mais les gens positifs nous diront, on va en mettre plus, alors puisque ça n'a pas d'impact justement, au contraire. Donc ça veut dire qu'on peut aussi auprès des enfants. Et je vais terminer rapidement sur les 5 tendances que je vois moi pour 2022. Alors, il y a le baby food, ce qu'on appelle, donc l'alimentation pour les enfants, qui, à mon avis, va exploser l'année prochaine, cette année maintenant, et dans les années suivantes. Le pet food aussi, l'alimentation pour les animaux, parce que, pour nous, domestique, c'est pareil. Donc on a aussi également tout ce qui est seafood, donc les produits de la mer. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très attendu partout dans le monde. On va en parler tout à l'heure aussi. Voilà, parfait. Et nous avons également des ingrédients un peu plus originaux qui vont... alors, on parlait des algues. Il y a les algues qui vont vraiment prendre un dessus énorme. Le champignon, et le champignon de toute forme, puisqu'on peut faire justement des alternatives, et aussi faire des steaks végétaux à base de champignons. Donc voilà, on est vraiment sur de l'innovation et des choses ultra positives d'un point de vue alimentaire. Maintenant... C'est ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. À suivre donc. D'accord, donc beaucoup de travail pour Veg2Food. Absolument. Voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant, tout ce que tu nous dis là. Et du coup, j'aurais une petite question reliée à ce que disait Mathilde et à l'empreinte environnementale de la viande, des produits laitiers, etc. Toi, quand tu as tes interlocuteurs en face de toi de l'industrie agroalimentaire, est-ce que l'argument principal que tu leur avances et qui va les toucher, est-ce que c'est plus le côté environnemental actuellement ou est-ce que l'éthique animale les touche quand même ? Ou est-ce que c'est l'argent ?
aussi. Alors, la question est complexe en fait, parce que bien évidemment, tout est question d'argent quand on parle d'économie. Là, ça me paraît logique, les entreprises veulent gagner de l'argent. En revanche, ils veulent aussi montrer un peu plus d'inclusivité dans leur offre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des entreprises qui font majoritairement des produits à base d'animaux, mais ils veulent aussi avoir... Pour l'instant. Oui, bien évidemment, pour l'instant, on est d'accord. Puisqu'on en a vu des entreprises complètement se transformer en végétal. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Mais c'est vraiment surtout cette idée de toucher le plus de monde possible pour ne pas perdre part de marché, tout simplement. Après, dans les petites entreprises avec lesquelles je travaille, essentiellement, c'est vraiment dans cette idée de réduire leur empreinte, de réduire les allergènes aussi. Donc, encore une fois, d'être un peu plus inclusif. Et évidemment, l'éthique animale les touche parce qu'au final, on est tous pareils. La vie des animaux nous importe. Donc il y a vraiment tout ce mélange. C'est vraiment une question assez complexe en fait. Elle ne peut pas être répondue aussi... Enfin, je ne vais pas faire une blague, mais c'est pas aussi simple. Voilà. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Donc les entreprises évoluent et les politiques aussi, notamment en Allemagne, Astrid. Et oui, tout à fait. Après le maire de New York qui est vegan, c'est désormais le nouveau ministre de l'Agriculture allemand qui est végétarien. Il s'appelle Cem Özdemir, j'espère que je le prononce à peu près bien. Il semblerait qu'il ait été accueilli par les éleveurs sans hostilité. Mais avec beaucoup d'attentes pour réussir à concilier à la fois leurs besoins financiers, leurs besoins de vivre en tant que personne et la nécessité de prendre en compte au mieux les animaux et la planète. D'accord, une très bonne nouvelle. Oui. C'est effectivement très intéressant parce qu'on constate souvent que les végétariens ont un impact positif auprès des éleveurs. Évidemment pour les produits laitiers, mais parce qu'on a vu récemment des végétariens prendre la défense d'éleveurs. Et c'était assez particulier parce que, bien évidemment, nous, on n'a plus envie de tout ça, c'est sûr. Mais il y a des humains derrière, il ne faut pas les oublier. Donc, à voir comment ça va, mais c'est très intéressant d'un point de vue politique, en tout cas. Oui, voilà. Et côté politique aussi, alors à l'autre bout de l'Europe, cette fois, en Espagne, Mathilde, on a aussi une grande avancée, cette fois pour les animaux. En effet, pour les animaux de compagnie. Voilà. En Espagne, ils ne sont plus des choses ou des objets, mais des êtres doués de sensibilité. Depuis le 5 janvier, la loi votée en décembre faisant des animaux de compagnie des êtres à part entière est officiellement entrée en vigueur. En cas de divorce litigieux, le juge doit désormais considérer l'avenir des animaux de compagnie en prenant en compte l'intérêt des membres de la famille et le bien-être de l'animal et la répartition du temps de garde et de soins. Un chat, un chien, une tortue, un poisson ou encore un oiseau domestique pourront ainsi faire l'objet d'une garde alternée. Cette loi oblige aussi les propriétaires à garantir le bien-être de leurs animaux. Dans le cas contraire, ou si une personne a des antécédents en matière de maltraitance animale, la garde peut désormais lui être refusée ou retirée par un juge. Le bien-être de l'animal doit aussi être pris en compte par la justice en cas de succession litigieuse si plusieurs héritiers réclament sa garde. Plusieurs pays européens ont déjà modifié leur code civil pour reconnaître le caractère vivant et sensible des animaux, comme la France en 2015, mais aussi l'Allemagne, la Suisse, le Portugal et l'Autriche. Podemos, membre du gouvernement, souhaite désormais aller plus loin et espère faire adopter cette année un projet de loi visant notamment à interdire la vente d'animaux de compagnie en magasin et le recours aux animaux dans les cirques. Donc c'est une excellente nouvelle. Espérons que ça passe. Oui, alors c'est assez en contradiction un peu. En fait, ils sont capables du meilleur comme du pire, parce que d'un autre côté, on a les corridas, on a les courses avec les chiens, mais voilà, ça avance. C'était pas en Espagne aussi où il y a un ministre qui a encouragé à diminuer la consommation de viande ? Effectivement, l'année dernière. Donc même sans être végétarien, il y en a qui vont pour raisons écologiques principalement. Exactement. Et je pense que ça peut avoir plus d'impact pour les animaux que la garde alternée du chien ou du chat. En termes de nombre, oui, sûrement, mais oui. La symbolique n'est pas la même. Oui, voilà, et je pense qu'après, c'est niveau droit aussi. À partir du moment où, côté législatif, il y a des avancées, peut-être ça va se répercuter en France ou dans d'autres pays, et petit à petit... Post-divorce, on a déjà vu des problématiques avec des animaux de compagnie. C'est vrai, en plus. C'est pour ça qu'ils ont fait cette loi, effectivement. C'est très, très bien. Voilà, il en faut pour tout le monde. Alors, dans l'exploitation des animaux, on a aussi l'expérimentation animale.
Alors les tests pour les cosmétiques, on sait qu'ils sont progressivement interdits dans de nombreux pays, mais pour l'instant ils ne sont pas interdits pour les produits pharmaceutiques, alors qu'on a des études qui révèlent que souvent ils ne sont pas pertinents. La bonne nouvelle, c'est que des chercheurs russes, alors cette fois on part en Russie, ont développé des tests à base de plantes. Alors c'est pas pour arrêter complètement les tests sur les animaux, mais c'est pour les réduire et pour en faire en fait une étape intermédiaire. Donc eux ils sont partis, je vais pas trop faire en détail, mais ils sont partis de la vascularisation de la feuille d'épinard, qui serait similaire à peu près à ce qui se passe dans notre cerveau avec les varices et les veines, etc. Et donc il y a déjà des traitements qui peuvent être testés ou simulés avec ce modèle végétal. Et en fait, à la base, ces chercheurs se plaignent de l'utilisation irrationnelle des animaux de laboratoire. Et donc, ils voudraient une étape intermédiaire donc avec ce modèle végétal entre les tests sur les cultures cellulaires et les tests sur les animaux. Voilà, donc ce n'est pas pour les arrêter complètement, mais en tout cas, ce serait pour au moins en diminuer un grand nombre. Donc, on va rester un petit peu dans le domaine médical aussi, avec l'entreprise Rocket, qui est un producteur d'ingrédients d'origine végétale. Tu connais peut-être? Très bien, oui. Voilà. Vous les avez aidés peut-être ou... Alors non, j'ai travaillé sur un autre dossier avec eux, sur la partie traitement des eaux usées. D'accord. Rien à voir, Okay. Mais c'est une très très grande entreprise. Mais centre technique cette année en France, qui a été créé autour de la protéine végétale, ça c'est énorme. Voilà. Et donc ce qu'ils font, et qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé une solution à base de pois qui pourrait être utilisée facilement pour fabriquer une alternative aux capsules de gélatine. Et là, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais donc en fait, c'est pour aider les entreprises à produire plus facilement des médicaments et des compléments alimentaires véganes. Il faut savoir qu'environ 70% des médicaments contiennent des ingrédients d'origine animale. Et apparemment, 59% des végétaliens rejetteraient fréquemment ces médicaments à cause de la présence de ces ingrédients. Donc c'est quand même un impact assez important. Un très très gros chiffre. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on va quitter un peu le milieu médical, mais on va rester avec les scientifiques. Et justement, on va parler des algues qui permettraient de créer du poisson, Alban. Alors oui, en effet, bientôt, il sera possible de manger un filet de bar sans eau qui va être développé à base d'algues. Alors le projet s'appelle Algae to Fish, je ne suis pas sûre de la prononciation, et il a été lancé par des scientifiques de l'université de Lisbonne au Portugal. Donc l'objectif de ce projet, qui est financé par Good Food Institute, est de développer un filet de bar sans mercure ni microplastiques, qui sont malheureusement trop souvent présents chez les poissons à cause des mers et des océans de plus en plus pollués. Donc pour cela, les scientifiques utiliseront une technologie d'impression 3D pour créer des échafaudages qui vont reproduire la structure du filet et sa texture. Alors ceux-ci vont être formés à base de plantes, comme les algues, qui apporteront des acides gras oméga 3, donc qui sont présents chez les poissons. Mais pourtant, le fait qu'ils utilisent encore des cellules de poisson pour cultiver les filets de bar remet en question le fait que celui-ci soit bien vegan, même si à terme, ce projet permettrait de sauver la vie de nombreux poissons. D'accord, donc effectivement, petite question aussi, justement dans la même série, côté viande cellulaire, apparemment ce serait possible maintenant d'en faire sans aucune cellule animale? Oui, c'est ça. Alors le 9 décembre 2021, Upside Foods a annoncé avoir développé de la viande cellulaire sans aucune cellule animale. Donc cette entreprise était anciennement nommée Memphis Meats et elle avait donné en 2015 le coup d'envoi à l'industrie de la viande cellulaire. Alors jusque-là, elle a fabriqué à l'aide quand même de quelques cellules animales qui se développaient et se multipliaient pour devenir de la viande. Mais aujourd'hui, grâce à cette avancée, sans cellules d'origine animale, leur viande cellulaire devient entièrement végane et elle est également meilleure pour la planète. Que du positif. Oui, c'est ça. Je comprends pas, normalement, c'est des cellules animales, de toute façon, qu'on multiplie quand on fait de la viande de culture. Moi, ce que j'avais retenu, par exemple, c'était que ceux qui font du foie gras en viande de culture actuellement en France, il suffisait qu'ils prennent une plume à un oiseau pour après faire des centaines de kilos de foie gras. Donc, pour moi, ça peut rentrer totalement dans le vegan, mais en tout cas, c'était forcément des cellules animales qui se multipliaient. Oui, justement, jusque-là, c'était comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, ça peut changer. Ça peut devenir à l'aide de cellules entièrement végétales. Oui, alors, une petite précision aussi. Alors, peut-être que pour le foie gras, c'est juste la plume. Mais on avait vu aussi, quand on avait reçu Thomas, qui avait fait une enquête pour L214, que les fœtus de veau étaient aussi récupérés pour faire de la viande cellulaire.
Pour faire le milieu de culture, Ouais, mais ça, voilà. c'est pas utilisable à grande échelle, donc c'est vrai que c'est au stade du développement. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que notre prochain débat justement sur le journal de la cause animale sera consacré à la viande cellulaire et on recevra Nicolas Bureau qui travaille chez France Agriculture Cellulaire, qui est spécialisé là-dedans, donc qui pourra très probablement répondre à cette question. Est-ce que c'est toujours nécessaire de prélever des cellules sur un animal pour faire de la viande cellulaire ou pas ? Voilà, donc prochain débat qui sera diffusé dans 15 jours et qui sera présenté par Astrid. Alors j'en profite pour vous dire que si vous regardez ce JT actuellement et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker, commenter, à le relayer sur vos réseaux, etc. Il sera disponible aussi sur YouTube, en podcast, voilà. C'est sur Instagram également maintenant. Instagram, voilà, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire notre pub. Ça nous aide à avoir de la visibilité, à vous faire des super bilans ensuite à la fin de l'année. Alors maintenant, on va passer un peu à la faune sauvage. Et alors, on aurait eu un élevage destiné à l'abattage de cerfs. Est-ce que c'est possible, ça, Mathilde ? Alors oui, malheureusement. Le 21 décembre, l'association One Voice a publié une enquête inédite sur un élevage de cerfs en France. La vidéo tournée en caméra cachée montre les derniers moments de jeunes cervidés de l'élevage Happy Cerf. Vraiment le nom... Happy, ouais. Incroyable. C'est pas du tout happy. Ces jeunes cerfs âgés d'à peine 18 mois sont envoyés à l'abattoir en pleine nuit et mis à mort non pas sur la chaîne d'abattage mais directement dans le camion à l'aide d'un pistolet à tige perforante. Le procédé est approximatif et plusieurs cerfs reprennent conscience en pleine agonie, étouffés ou écrasés sous les corps de leurs congénères. Le personnel de l'abattoir les laisse entasser à l'arrière du camion un temps interminable avant de les emmener à l'intérieur en les entraînant au sol ou en les suspendant à des crochets. Donc la vidéo, elle est vraiment très dure à voir. Et face à cette situation, One Voice demande la fermeture immédiate de l'abattoir ou à défaut l'arrêt de l'abattage des cervidés qui s'y effectuent. L'association a également déposé plainte pour actes de cruauté et mauvais traitement commis par un exploitant en plus des autres infractions sanitaires. Et enfin, elle lance une pétition pour demander la fermeture des élevages d'animaux sauvages. Donc n'hésitez pas à la signer, à la partager. On vous mettra bien évidemment le lien en commentaire de la vidéo. Je trouve ça dingue quand même parce que d'un côté, c'est totalement interdit par la loi d'avoir un animal sauvage chez soi, de s'en occuper, juste de s'en occuper et de l'avoir en tant qu'animal de compagnie. Et de l'autre, on autorise la détention d'animaux sauvages pour l'abattage ou pour l'élevage en vue de la chasse. Enfin, c'est complètement schizophrène. Et puis, élevage d'animaux sauvages, c'est déjà mort. Quoi. Voilà. C'est comme le Happy Cerf, là, du coup. Happy Cerf, on est bien. On est bien. Fabuleux. Et côté législative, on a du nouveau contre, alors là, cette fois, le massacre d'animaux dans les forêts engrillagées. Alors oui, effectivement, il y a une proposition de loi contre l'engrillagement des forêts privées qui a été déposée le 16 novembre à l'Assemblée nationale par le député du Cher, François Cormier-Bouligeon. Ça a été co-signé par 80 députés. Et donc cette proposition de loi, elle vise à faire cesser cette pratique de l'engrillagement des forêts privées, accusée de défigurer le paysage et de nuire à la biodiversité, ainsi qu'à lutter contre les chasses en enclos, effectivement. Ce texte s'appuie notamment sur l'exemple de la Sologne, où plus de 4000 km de grillage empêchent les animaux de passer afin de les chasser en masse. Un phénomène qui se répand un peu partout en France, comme en Normandie, en Picardie, dans la Sarthe ou encore dans les Landes. Les propriétaires de ces forêts entourées d'enclos bénéficient d'une exception à la loi puisqu'ils peuvent y chasser toute l'année. C'est un véritable droit dérogatoire de la chasse qui explique la multiplication des clôtures. Du côté des chasseurs, il n'y a pas un front commun. Si les propriétaires de ces terrains de chasse sont évidemment opposés à la mesure, la Fédération nationale des chasseurs est plutôt du côté du député. Et Thierry Coste lui-même, donc le conseiller politique de la Fédération des chasseurs, estime que cette pratique n'est pas éthique et que c'est une catastrophe pour la faune sauvage. Pour l'heure, donc la proposition de loi elle est enregistrée par la Chambre basse et on espère qu'elle sera examinée très prochainement. Donc, qui dit proposition de loi dit élu, et on a les élections présidentielles qui s'approchent à grands pas. Donc, à cette occasion, il y a l'association PAZ qui a envoyé un formulaire d'engagement aux candidates et candidats pour qu'ils s'engagent sur des mesures importantes pour le bien-être animal. Alors, à ce jour, seule Hélène Touy du Parti animaliste s'est engagée sur toutes les propositions, donc ça, c'est pas une grande nouvelle. Mais ce qu'on peut faire depuis le 3 janvier, en tout cas, c'est qu'on peut aller sur le site de PAZ et c'est très facile d'interpeller les candidats directement. Il y a des boutons cliquables pour les embêter via Twitter, pour les inciter au moins à se positionner franchement. Donc voilà, on vous invite à faire ça. Et justement, alors à propos des élections présidentielles, on se pose tous la question, je pense, de où en sont les signatures, la collecte des signatures nécessaires
pour la présentation d'Hélène Thuy, donc du Parti animaliste aux élections. Et on va avoir avec nous Jean-Luc Denet, qui est coordinateur de la collecte des parrainages pour le Parti animaliste et qui va pouvoir nous en dire plus sur l'obtention de ces signatures et sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider peut-être. Allô Jean-Luc ? Oui. Oui. Tu nous entends bien ? On peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. Oui, on s'entend bien, ouais. D'accord, super. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je t'en prie. Donc voilà, donc en fait, on se pose tous la question de où en est la collecte des signatures. Justement, pour la collecte des signatures, on a mis en place tout un dispositif pour essayer aussi de répondre aux différents cas de figure et aux différentes possibilités des collecteurs. Donc en fait, pour obtenir les parrainages des élus, et notamment des maires, pour que la candidate du Parti animaliste, Hélène Thuy, soit retenue pour le premier tour de l'élection présidentielle, on a fait appel en fait à deux types de collecteurs. Des collecteurs qui envoient des mails aux maires de leur choix, en utilisant la plateforme « J'écris à mon maire » qui est disponible sur le site du Parti animaliste. Et puis des collecteurs qui appellent des maires en journée et qui peuvent consacrer quelques heures par semaine pour appeler des mairies. Alors pour cela, nous avons formé depuis le mois de septembre toute une équipe de bénévoles, donc répartis dans toute la France, qui appellent donc entre 9h et 19h les mairies. La collecte des parrainages, la collecte des promesses de parrainage, elle va continuer jusqu'à la fin du mois de février. Les maires pouvant envoyer par courrier postal leur parrainage jusqu'au 4 mars 18h. Donc c'est les maires qui envoient leur parrainage et les maires ne nous soumettent que des promesses de parrainage. C'est à eux, c'est aux élus d'envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. D'accord. Alors on a déjà collecté un bon nombre de promesses de parrainage avec tous ces collecteurs, mais il nous en manque. Il en manque beaucoup. Il nous en manque. On reste, on va dire, discret et on laisse. C'est une information confidentielle, donc il nous en manque. On va dire, c'est encourageant, mais il nous en manque. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de nouveaux collecteurs capables de consacrer quelques heures par semaine maintenant, enfin en semaine, bien entendu, et maintenant dès maintenant, en janvier et en février, pour nous aider à appeler le maximum de mairies. Parce qu'on sait qu'il faut faire du volume, parce que on va dire que le taux de conversion, lorsqu'on appelle une centaine de maires, c'est quelques pourcents de maires qui vont effectivement dire oui à nos demandes, à nos sollicitations. Donc plus on pourra en appeler, et plus on pourra en avoir. Et alors cette action pour moi elle est aussi décisive, parce que pour faire avancer la cause animale en 2022 en France, car si le Parti animaliste, comme on l'espère, arrive à obtenir ces 500 parrainages, ce sera un succès en France et je pense même au niveau international pour tous les partis animalistes. Donc, ce que je peux dire en fait à tous vos auditeurs, c'est si vous pouvez vous rendre disponible en semaine et si vous voulez participer à cette action de premier plan, n'hésitez pas, lancez-vous et contactez-moi par mail ou sur mon mobile. Je pense que mes coordonnées doivent apparaître sur votre écran et on vous donnera également le nom de la plateforme disponible sur le Parti animaliste. Il suffit de taper Parti animaliste et c'est la première information que vous avez lorsque vous allez sur le site du Parti animaliste. Oui, on va mettre toutes ces informations là où il faut pour que tous nos auditeurs les trouvent. Et donc, en gros, il reste 2 mois pour s'activer, pour réunir le nombre de signatures. D'accord. Exactement. Merci beaucoup. On va relayer votre message et voilà, en espérant tous que ça fonctionne. Merci beaucoup. Un grand merci à vous par avance. Au revoir. Oui, ils cherchent aussi des gens pour se présenter aux législatives. Donc, en fait, pour être présents dans toutes les circonscriptions, ils ont besoin, je crois, de 1400 candidates et candidats, en comptant les suppléants et suppléantes. Donc, ils ont vraiment besoin de beaucoup de monde aussi là-dessus. Donc, ils ont un formulaire sur leur site pour se proposer. Aussi. Ça engage à pas grand-chose. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une personne par circonscription pour que les gens puissent voter pour le Parti animaliste. Donc, même sans s'engager beaucoup dans la campagne, c'est toujours utile d'avoir du monde. D'accord. On mettra tout ça aussi dans nos commentaires, etc. Donc, parmi les propositions sur lesquelles Hélène Thuy s'est engagée, c'est aussi pour réformer la pêche de loisirs. Et à propos de pêche, je voulais annoncer juste 2 petites nouvelles positives contre la pêche au vif. Après Grenoble et Paris, ce sont les villes de Carrières-sous-Poissy et Joinville-le-Pont qui se sont engagées contre cette pratique. Et Carrières-sous-Poissy s'est aussi engagée contre l'utilisation des hameçons à Ardillon. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Est-ce qu'on a des spécialistes de la pêche? C'est pas ceux avec plusieurs trucs qui dépassent? Voilà, c'est ça. C'est ceux avec un retour qui en fait empêche le poisson, quand l'appât vivant donc se débat, ça fait que l'enfoncer encore plus l'hameçon. Donc on reste avec les animaux maritimes et avec Sea Shepherd et France Nature Environnement, Astrid. Oui, tout à fait. Donc ces deux associations, Sea Shepherd et France Nature Environnement, ont déposé un recours contre l'État français, l'accusant de ne pas prendre les mesures nécessaires pour protéger les dauphins. Pour rappel, nous avons une population importante de dauphins sur les côtes françaises, notamment dans le golfe de Gascogne. Et tous les ans, ce sont environ 11 000 dauphins qui sont tués à cause de la pêche, soit parce qu'ils meurent de faim, parce que leurs poissons proies sont surpêchés, soit parce qu'ils sont pris dans les filets qui sont non sélectifs. Et Sea Shepherd accuse également le conseil départemental de Mayotte de ne pas faire suffisamment non plus pour protéger les tortues. Donc j'en profite pour vous dire qu'on vient juste de recevoir ce livre qui s'appelle Baga, la baie des Caraïbes. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc écrit par Quentin Horner, donc fondateur de l'ambassade des océans. Donc je sais qu'il traite des orques surtout, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc je vais regarder ça pour le mois prochain et puis je vous en parlerai plus. Voilà, et on va vous dire aussi comment se le procurer. Donc maintenant, on va passer de la mer au ciel avec les oiseaux. En février 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le Conseil de Paris qui a adopté un vœu pour la fermeture du marché aux oiseaux, donc de Paris. Et en fait, donc, c'était pour interdire la vente des animaux au marché aux fleurs. Tout ça, c'est sur l'île de la Cité. Depuis, Paz a envoyé de nombreux signalements à la police et a demandé beaucoup de contrôles. Et enfin, pour la première fois, le 12 décembre dernier, il y a eu une opération de police conjointe. Donc des chardonnerets ont été saisis, une instruction judiciaire est en cours et normalement, il devrait être relâché car c'est une espèce protégée. Et à propos d'instruction judiciaire, je crois qu'on a des nouvelles d'un procès de Vegan Impact, Astrid. Oui, Vegan Impact avait été attaqué en justice par l'élevage d'Avelu, dont l'association avait dénoncé les pratiques. Et Vegan Impact a gagné son procès. C'est une excellente nouvelle, sachant que l'association est confrontée à un deuxième procès par un deuxième élevage. Donc ça laisse augurer d'une bonne issue pour ce deuxième procès. Bien évidemment, il faut continuer à soutenir l'association, à partager les images, parce que c'est ça le plus important. Pour rappel, c'était des images d'élevage plein air, entre guillemets, qui avaient été partagées. Donc, c'est important d'informer les consommateurs sur ce qu'ils achètent réellement. Et donc, côté association militante, il y a un collectif qui s'appelle CIP qui fait parler de lui en ce moment et qui a été relayé par Mister Mondialisation. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il fait, ce collectif, Alban? Oui, alors le collectif CIP, donc, qui signifie Stop à l'impunité des professionnels de l'élevage, a organisé déjà dans un premier temps, le 12 décembre 2021, sa première action contre la marque Erta. Alors en effet, c'était suite à une troisième enquête de l'association L214 qui a encore montré les atrocités dans les élevages qui fournissent Erta. Et donc ce collectif a organisé une action devant les Monoprix parisiens dans le but qu'ils retirent tous les produits de cette marque de leur rayon. Et ce collectif, il continue également d'organiser d'autres actions contre Erta devant les Monoprix. La prochaine a lieu le 15 janvier à Strasbourg et le lendemain à Paris et à Saint-Étienne. D'accord, donc ça me fait une excellente transition. Donc on va passer aux événements du mois. Et on est heureux de retrouver Willy en direct de l'hôpital, car il a eu un grave accident. Si vous vous rappelez, le dernier JT, il n'y avait pas d'événement. Oui. Et donc Willy, es-tu là ? Oui, bonjour. Bonjour Willy, on est tous heureux, tous et toutes très heureux de t'entendre déjà. Salut Willy. Moi de même. Voilà, et de te retrouver parmi nous pour les événements. Voilà, donc tout ça à distance et puis en tout cas je vous souhaite une très belle année à tous. Un grand merci pour tous vos messages et vos soutiens. Et surtout, un merci tout particulier à mon ami Amadeus. Donc, c'est parti pour les événements de ce JT numéro 8 à Toulouse. Un cube de la vérité vous attend le samedi 15 janvier de 14h à 17h au square Charles de Gaulle. Ce même samedi de 18h à 20h à la médiathèque de Fontainebleau, une conférence sur l'existence des loups aura lieu. Également, samedi 15 janvier, Sans fourrure action, organisée par Fourrure Torture, aura lieu conjointement à Paris, Amiens, Marseille et Perpignan. Ensuite, le lendemain, dimanche 16 à Paris, le collectif SIPE organise une action de 11h à 14h
Erta Monoprix, prenez vos responsabilités. Ce même dimanche, à Paris, de 14h30 à 16h30, 269 Live France organise un happening intitulé La Journée internationale pour le droit des animaux. À Paris, le rassemblement Stop Taille-J aura lieu samedi 22 janvier de 14h à 17h. Cet événement est organisé par Cétacé, Paris et Île-de-France. Également samedi 22, organisé par Je suis la voix des animaux, à Lille, un événement de 14h à 16h aura lieu pour dénoncer la barbarie infligée aux lapins. Une conférence en direct avec la journaliste Axel Playor sur l'ouvrage Zoopolis le mardi 25 janvier de 20h à 21h30 sur Internet. Et pour finir, à Nice, un événement J'agis pour les animaux du 06, réunion d'accueil et l'information de L214, vendredi 28 janvier de 18h30 à 20h en ligne. Écoute, merci beaucoup Willy, on t'a tous écouté religieusement. Donc on espère que peut-être la prochaine fois tu seras en live avec nous. Sinon... Ouais, tout dépend, voilà, comment l'évolution va se faire. Là, là, pour l'instant, je suis en fauteuil. Je vais pouvoir remarcher au fur et à mesure, mais en tout cas, tout se passe très bien. Bon. En tout cas, vous me manquez tous. Bon rétablissement. Bon rétablissement, Willy. À bientôt. Merci à tous, à très vite. Au revoir. Donc cette édition arrive à sa fin. On voulait remercier notre partenaire Vegami et vous rappeler que sur leur Instagram et sur leur site, très régulièrement et même quotidiennement, ils font des promotions. Donc les produits véganes accessibles, c'est possible. N'hésitez pas à consulter leur offre. Donc on remercie aussi nos invités, bien sûr. Merci d'être venus ici aujourd'hui. On remercie nos chroniqueuses du mois et Willy à distance. On remercie toute l'équipe technique également, le studio Armada qui nous prête ses lieux. Et notre super présentatrice MJ. Merci. Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le débat sur la viande cellulaire et dans un mois pour un nouveau JT. Au revoir. Vous écoutez Armada. 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 Dire ce que vous...